So welcome back everyone. We are back to the podcast and as you can see we are on a track and I'm so happy to have a rider, a very important person probably for everyone, but for me I remember him riding the Honda along the track, a lot of memories. So please welcome Randy Depugnet. Alors on va passer à français, non? Allez, Comme ça il va être meilleur. parfait. Avant de tout, merci pour venir ici. C'est un plaisir de partager ces moments avec toi. On sait que tu as beaucoup de choses à faire, non? Pour à la fin, tu travailles avec la télévision française, Exactement. tu roules en moto, tu fais les championnats, tu es la famille, tu es tout. Alors, on va être le plus vite possible. Et avant ça, je vais vous demander pour c'est qui Randy Depugnet, non? Comme ta partie et comme ta partie d'être avec la vélo, avec ton parent, avec ta maman. Et tu t'es mis sur une moto, comme c'est cette procès. Bah, aujourd'hui, j'ai 44 ans, mais avant, ma vie elle a été longue. Donc, à l'âge de 5 ans, je suis monté sur une moto, un Piwi 50. Mon père était pilote en endurance. Donc, forcément, il m'a donné l'envie, il m'a donné une moto lorsque j'étais jeune. Et j'ai vraiment bien accroché avec la moto. En parallèle, j'ai fait beaucoup de football, du tennis, du triathlon, énormément de sport. Et j'ai fait beaucoup d'années en motocross, mais moi, dans ma tête, depuis le début, c'était de participer à des championnats sur piste. Et Tu as une référence ou... oui, j'étais fan de Kevin Schwantz quand j'étais petit. En motocross, j'étais fan de Jean-Michel Bell aussi, mais Ouais. je sais que ce que je voulais faire, c'était vraiment le circuit et les grands prix. Et à 14 ans, j'ai participé à mon premier championnat de vitesse en scooter et que j'ai gagné. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné assez rapidement. Donc voilà un petit peu mon parcours lorsque j'étais jeune. Et là, ce moment que tu dis, pourquoi à la fin, on sait que ça, c'est un sport cher. On le sait toujours. Et si tu n'es pas l'aidé, c'est compliqué toujours de trouver la forme d'arriver Oui. à ton futur. C'est la fédération en ce moment qui t'a aidé ou... Non. Pas du tout, c'est mon père qui a tout fait, c'était mon mécanicien, mon coach, il conduisait le camion, il m'emmenait et j'ai eu la chance que mon père avait beaucoup de connaissances et que 30 ans en arrière ça ne coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Donc on a réussi à se débrouiller et j'ai réussi à arriver en Grand Prix en seulement 3 saisons de championnat de France et de championnat d'Europe. Donc ça a été très vite et je dirais heureusement, parce que si ça avait duré plus longtemps, il n'aurait pas pu continuer de payer. Les courses que je gagnais, j'avais des primes d'arrivée, donc les primes ça nous permettait d'aller sur les autres courses. J'ai été aidé aussi par Honda France une année, la dernière année avant d'arriver en championnat du monde. Donc je dirais que ça n'a pas été facile, mais d'un autre côté, ça a été assez vite et tout s'est bien arrangé pour que j'arrive en Grand Prix Ouais, assez non, tôt. il a fait une chose, ça passe Voilà, à une autre, ça exactement. passe à une autre. C'était toujours un petit peu limite, mais finalement ça passait. Mais ça arrivait Voilà. toujours. Ouais. Et tu penses que c'est quoi qui vraiment il a changé? Comme dire un championnat, une course, c'est le moment que tu dis, là j'ai vu vraiment qu'on a passé des hobbies à être vraiment professionniste. Je pense quand je suis arrivé en Grand Prix. Même en championnat d'Europe, j'ai gagné une course, j'ai bien fini, j'ai gagné beaucoup de titres de champion de France, mais c'était encore en dessous les Grands Prix. Et le Grand Prix, c'est le rêve de tout jeune. Mes 2 premières années de Grand Prix en 125 ont été mauvaises. J'ai fini très loin en championnat. Et tout le monde me disait, il faut que tu passes vite en 250. Et ça pourquoi? Pour ton Mon pilotage? style de pilotage, aujourd'hui les gens trouvaient que j'avais un style de pilotage qui convenait mieux à des motos puissantes. Et tu penses que c'est pourquoi ça? C'est quoi la différence, par exemple, des styles de pilotage et des motos petites à motos grandes? Les trajectoires, c'est pas du tout les mêmes. Il y a des pilotes, ils vont être bons que en moto 3 ou ont été bons que en 125. On les a passés dans d'autres catégories, ça n'a pas marché. Et d'autres qui n'étaient pas très bons dans ces petites catégories. Et comme moi, qui ont été performants ensuite en grimpant en grimpant sur des cylindrées plus puissantes. Et quand je suis passé sur la 250, tout de suite, j'ai été aux avant-postes. Et c'est là où je me suis dit, bon, là je pense que maintenant je suis capable de performer en moto et que ça devienne quelque chose de vraiment professionnel. Mais même mes 2 premières années de Grand Prix, ils n'ont pas été faciles. Et il n'y a pas eu les résultats, il y avait un manque de plaisir. Et dans ma tête, ce n'était pas encore sûr que je puisse en faire mon métier. Et là, tu avais quelle personne qui t'aidait avec la tête? Pourquoi à la fin, c'est dur. C'est ta situation, que c'est ton rêve, tu arrives là et d'être, je veux arriver à cette position, tu n'arrives pas, tu vois que tu peux. Comme tu as géré ça? J'ai géré que mon père, jusqu'à 2000, il était à mes côtés.
Et après, j'ai arrêté parce que le père, forcément, c'est toujours un problème dans un paddock ou dans le sport. Et ça, je le sais très bien. Et donc, j'ai fait la rencontre d'un ami de mon père qui était pilote, Eric Mahé, qui m'a donné de l'aide gratuitement à un moment donné. Et puis après, c'est devenu mon manager. Et cette personne, elle a travaillé encore avec Fabio Quartaro il y a quelques années, avec Loris Baz, avec Jules Cluzel qui était en super sport. Et voilà, et j'ai fait toute ma carrière à ses côtés. Et c'est lui qui m'a dirigé, qui m'a trouvé les guidons, que ce soit en 250 sur les motos officielles, après en MotoGP. Donc voilà, c'est une rencontre qui s'est faite au moment où j'en avais besoin et ça m'a servi tout au long de ma carrière. Bravo, c'est bon de trouver des personnes à la fin qui t'aident comme ça. Oui. Et c'est beaucoup plus facile. Et de surtout trouver des personne correcte. des personnes correctes et honnêtes parce que dans le milieu du sport où il y a de l'argent, c'est toujours très compliqué. C'est toujours pareil. Quand Ouais. il y a l'interest, et à la meilleure, c'est les managers des 3 personnes, alors il y a un autre que c'est meilleur que lui, pour lui. Pour lui, son rôle, c'était je ne veux pas avoir 2 pilotes dans la même catégorie. Ah, bravo. Donc il avait moi et il avait Jules Cluzel qui était en 250. Donc il n'y avait pas de concurrence. Un manager, je trouve qu'il y a 3 pilotes dans la même catégorie, c'est pas bon, c'est pas possible. Forcément, il y en a un qui va être lésé, Exact. un qui va être privilégié et moi, je trouve pas ça correct. Ça, et comme c'est les moments quand il te dit, bon, on est un appel, tu veux monter à MotoGP. En fait, c'était en 2005. J'avais déjà fait 4 saisons en 250. J'ai gagné pas mal de courses. Et là, il me dit bon, il faut aller maintenant en MotoGP. Même si mon année en 250 n'était pas la meilleure en 2005. Il y a une option avec Kawasaki. Et c'est vrai qu'en 2006, la Kawasaki, c'était pas la meilleure moto. Et il me dit c'est pas grave, tu vas aller là-bas et c'est important d'y être. Donc première année 2006, je me blesse, j'ai pas mal de soucis. Année difficile pour moi. Et en 2007, là, c'est l'arrivée des 800 cm3 de Kawasaki. Je me retrouve premier pilote Kawasaki. Et je développe toute la moto. On fait une belle année. Je fais mon premier podium en MotoGP. Donc ça reste vraiment l'année 2007 où j'ai pris de l'importance dans cette catégorie et j'ai vu que j'ai encore passé un cap supplémentaire dans ma carrière. Non. Vraiment, on réveille d'être là devant et voir que mon projet est né de c'est pas la meilleure moto, on travaille. Et tu arrives à faire une chose comme ça. Ouais. Après, dès là, tu as passé pour beaucoup de motos. Oui. On a dit non. À la fin, si tu peux expliquer un peu, non, c'est le moment des Kawa, pourquoi il y a 3 ou 4 marques plus. Alors, je suis passé 2 ans chez Kawasaki. Le projet, c'était de continuer en 2008 avec eux parce qu'on faisait une bonne année. Malheureusement, dans le management de Kawasaki, il y avait une personne qui n'avait pas envie que je reste. Donc, il a fallu être clair et dire bon, je ne peux pas rester ici, mais il faut que je reste en MotoGP. Donc, on a pris contact avec Lucio Cecchinello, LCR, avec qui j'avais fait 2 années en 250 déjà, 2003-2004, avec des podiums, victoires, 3e du championnat du monde. Et donc, j'ai signé chez lui pour 2008, 2009, 2010. Donc, j'ai fait 3 années dans le team LCR. Avec de très beaux résultats puisque… Là, si je ne me rappelle Oui. pas mal, c'est le moment que tu portais un magazine Exactement, adulte. c'est ça. Là, c'est quoi Ouais. Comme ça arrive ce moment. C'est Lucio qui a trouvé ce contrat en espérant attirer d'autres personnes et des sponsors. Donc pendant 2 ans, on a roulé sous les couleurs du magazine. Là. Et ça a été une belle année puisque en 2010, j'étais 4e du championnat du monde avec cette moto privée. Malheureusement, je me suis fait rouler sur la jambe. On m'a cassé le tibia. Je suis revenu au bout de 3 semaines. Je finis quand même 9e du championnat, mais j'avais pas pu atteindre cet objectif qui était avec cette moto privée de finir top 5. Ça reste une de mes plus belles années, qui finit mal, mais voilà. Et à la fin de cette saison, malheureusement, on décide de se séparer pour différentes raisons. Cecchinello, il a la pression de Honda pour prendre Tony Elias, qui était champion Moto 2. C'était la première année du Moto 2. Il fallait mettre le champion du Moto 2 en MotoGP. Donc moi, je me retrouve sans guidon et je vais chez Pramac avec la Ducati 2011. Et l'année où Valentino Rossi arrive chez Ducati. Et malheureusement, cette année, la moto, ça ne va pas du tout. Donc ça a été une année noire pour moi. Dure. Ouais, voilà. Et tu penses quoi comme différence, si tu peux dire, sans dire beaucoup de noms, Oui. la différence un peu des marques, pas à niveau des marques, de dire c'est cette moto qui freine plus, un peu des formes grosses, la différence des teams. Un peu. La différence entre les marques, déjà, il y a la puissance des machines au niveau moteur et surtout, ce qui est à l'époque qui était important, c'était la gestion de l'électronique. C'était nouveau et des marques qui arrivaient à bien gérer l'électronique,
comme Yamaha à l'époque, qui n'avait pas la moto la plus puissante, mais qui avait la moto la plus facile à piloter, arrivait à être très performant. Et c'est ce qui faisait la différence. Aujourd'hui, les motos, elles sont extrêmement proches. On voit que c'est, même si Ducati il a cet avantage, mais lorsque je roulais, le pilote pouvait faire plus la différence qu'aujourd'hui. Ouais, pourquoi on voit maintenant que c'est beaucoup tout plus proche, non? À Oui. la fin, tu vois que la moto, c'est beaucoup plus amélioré par tout le monde, que ça arrive au niveau. C'est quoi la différence? Pourquoi tu as vu? Pourquoi tu es encore pilote? Ça, on va parler. Mais tu es encore pilote et tu vois un peu cette différence, non? De la moto d'avant, quand tu roulais Kawasaki, à la moto d'aujourd'hui. C'est quoi la différence que tu peux voir en termes de pilotage? En termes de pilotage, c'est qu'il y a énormément d'électronique, il y a toutes les assistances pour baisser la moto, la relever, tout ça, ça n'existait pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vous avez quoi comme électronique? traction control pour l'anti-wheeling et pour gérer le frein moteur, c'était tout. C'est Mais tout. voilà. Et c'était plus ou moins bien réglé. Aujourd'hui, c'est des usines, les machines, et ils ont voulu arriver à ça pour que le niveau soit très resserré. C'est très bien, mais ça enlève pour moi la part du pilotage pur du pilote. Aujourd'hui, à mon époque, Casey Stoner, il est arrivé en 2006, il avait un talent incroyable. Au premier Grand Prix, il fait la pole position avec une moto difficile à piloter parce que c'est quelqu'un de talentueux. Aujourd'hui, on voit que, je ne vais pas dire que n'importe qui peut piloter une moto GP, mais presque. À la fin, c'est toujours les meilleurs qui gagnent, mais il y a beaucoup moins de différence que lorsque je roulais. Ouais, à la fin aussi, je pense que ça c'est un business. Bien sûr. Alors ils ont d'être tous bien à côté. Pourquoi? Oui. C'est comme toujours. S'il y a une personne d'avant de 15 secondes, C'est pas bon. ça ne marche pas. Ouais. C'est ça que c'est important de voir un peu la sauce, de dire Oui. qu'est-ce qui va passer. C'est ça. Et alors, ça c'est ton carrière à vitesse MotoGP. Oui. Et après, Alors MotoGP ensuite. Endurance. Oui, ensuite MotoGP, j'ai fait 2 années chez Aspar Martinez avec une Aprilia. Et en parallèle, j'étais pilote d'essai Suzuki. J'ai développé la moto pendant 3 saisons. Et j'ai participé en 2014 à mon dernier Grand Prix avec la Suzuki. Que c'est la Suzuki, que c'est l'ancien team, c'est Risla, non? Suzuki C'est Risla. ça, mais en fait, ça avait été repris par Davide Brivio, qui ensuite en 2015 a engagé Aleix Espargaro et Maverick Viñales. Moi en 2015, j'étais toujours pilote test, plus pilote en superbike dans le team de Paul Denning, Suzuki officiel. Donc j'ai fait une année de championnat du monde superbike. Et en 2015, j'ai tout arrêté. Je suis passé chez KTM pour développer la moto en 2016 au début. Et en parallèle, j'ai travaillé pour la télévision. J'ai commencé mon rôle de consultant TV. Et j'ai participé à mon premier bol d'or. Ça, c'est incroyable. Tu restais jamais à la En maison. fait, en 2016, j'avais rien. Et quand la saison elle a commencé, on m'a proposé de faire de la télé. KTM, ils m'ont appelé. Et après, Kawasaki m'a appelé pour faire le bol d'or. Donc je me suis retrouvé avec 3 choses différentes cette année-là. Et c'est là où le bol d'or s'est bien passé puisque je finis 2e. Et depuis, on est en 2025 et je suis toujours en endurance. Et je travaille toujours pour la télé. Voilà, Ouais, mon programme. C'est quoi cette première feeling de la KT? Pourquoi toujours on parle des KT, on sait où c'est maintenant, Ouais. mais le départ, je pense que c'est dur. Pourquoi? C'est une moto C'est- qui arrivait super fort dans une classe avec beaucoup d'années d'expérience. Ça allait être très dur. Hein? Honnêtement, les premiers tours, c'était à Jerez, je me rappelle, j'ai dit c'est catastrophique. Je sortais de la Suzuki qui était une moto performante. J'ai dit là, je pense que ça va être très difficile d'y arriver. Donc ils ont travaillé énormément en 2016 et ça a progressé parce qu'ils avaient des personnes compétentes, ils ont mis les moyens pour. Et en 2017, j'ai pas travaillé avec eux, ils m'ont rappelé en 2018. J'ai refait 6 mois avec eux. J'avais vu l'énorme évolution de cette moto Ouais. en 1 an et demi. Incroyable. Et puis on a vu ce qu'ils ont fait, ils ont quand même gagné des courses. Et franchement, ce qu'ils ont fait en si peu de temps, bravo. Parce que s'engager dans cette catégorie avec 0 expérience, ils ont fait un sacré travail. C'est dur. Là, aujourd'hui, on se bat contre Ducati, qui est quand même le monstre du MotoGP. Mais bravo quand même à eux. Et alors, endurance. Oui. C'est quoi l'endurance? Pourquoi? C'est maintenant que tu peux voir que les personnes ils partent à regarder, tu es beaucoup plus de télévision, Oui. mais il y a différentes endurances. Pourquoi tu es à 8 heures à Suzuka, Exactement. après tu es 3 heures ici, 6 heures, 24 heures, 12 heures. Oui. Alors, bien, c'est quoi l'endurance? Il y a différents classements, il y a différentes marques. Alors, l'endurance, déjà, c'est un championnat où il n'y a que 4 courses. Il y a 2 courses de 24 heures, c'est les 24 heures du Mans et le Bol d'Or. Et il y a 2 courses de 8 heures, c'est les 8 heures de Spa en Belgique et les 8 heures de Suzuka. Les 8 heures de Suzuka, c'est un petit peu à part parce que
il y a des pilotes du MotoGP et du championnat du monde Superbike qui viennent aussi rouler avec nous. Et pourquoi ça? Parce que c'est une course mythique. Pour le calendrier, c'est très important pour les motos japonaises d'être présentes. Donc il y a énormément de motos japonaises. Il y a Honda officiel, il y a Yamaha, il y a eu Suzuki et il y a eu Kawasaki. Et donc c'est une course très très importante. Ensuite, c'est des courses qui se déroulent à 3 pilotes. Les courses de 8 heures, on peut rouler à 2. Et en général, un relais, ça dure le temps d'un plein. Donc le plein, suivant les circuits de la machine, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Et voilà, et on fait des relais jusqu'à la fin. Et il faut trouver un bon compromis entre les pilotes pour avoir une moto qui convient aux 3 pilotes. Parce que si on règle une moto pour le plus vite, que les autres n'arrivent pas à rouler, on perd trop de temps. Donc c'est vraiment différent de tout ce que j'ai connu. Et c'est quelque chose qui me plaît parce qu'aujourd'hui, avec ce que je fais et là ce que j'ai, c'est le seul moyen pour moi d'être encore performant et de rouler à haut niveau. Non, c'est parfait. Et avec plus de 40 ans, d'être là d'avant, de batailler. C'est sûr que là, je fais partie des plus vieux. Ouais. Non, mais c'est vraiment la fin, tu l'expérience. Tu as avec beaucoup de marques, sûr que tu trouves cette petite feeling vite et tu peux changer, refaire, pourquoi bouger beaucoup de temps pour faire les trainings et tout ça. On n'a pas beaucoup de roulage parce qu'en fait, on doit se partager à 3 une moto. Donc, même si on a des journées de test, on passe pas beaucoup de temps sur la moto. Moi, j'ai la chance encore de ne pas avoir besoin de faire beaucoup de roulage pour être performant. Donc ça, c'est bien. Je roule pas de 4 mois, je monte sur la moto, je suis performant. Mais le jour où je serai plus performant, j'arrêterai. Là, cette année, mon team s'est associé avec Marc VDS. Donc, on a un gros team important et j'espère que l'an prochain, on va passer un cap pour jouer les victoires. Et off-road, tu n'as jamais fait des off-road? Si, tu m'as dit que tu as parti avec off-road et tu as retourné J'ai fait beaucoup de motocross, j'ai fait les championnats de France quand j'étais jeune. Et j'ai toujours fait beaucoup d'entraînement de motocross pendant ma carrière. Et là, c'est vrai que ça fait 6 ans que j'ai plus fait de motocross parce que j'ai vraiment plus le temps. Et il y a le danger de se blesser aussi, parce que je me suis fait bien mal aussi en motocross. Donc je ne peux pas tout faire, mais c'est quelque chose que j'adore. Ouais. Il reste là, c'est bon. Alors, avec toute l'expérience que tu as, je pense que c'est bon de faire cette question. À la fin, on est ici avec une marque de casque, tu roules l'S2. Maintenant, tu penses deux choses. Un, sur l'évolution du casque, dès le moment que tu es parti en rouler moto à le moment qu'on est. Et après, c'est quoi que les besoins en casque pour être performance, pour être d'avant? Alors moi, ce que j'ai vu dans l'évolution, c'est déjà le poids du casque qui a énormément évolué. Il y a eu aussi toutes les normes FIM pour l'impact qui réduit les chocs à la tête. Je vais parler plus particulièrement du casque LS2. Pourquoi j'ai bien aimé ce casque? Parce que déjà, il y a un énorme champ de vision. On voit vraiment très bien. Il est très bien aéré, c'est ce qu'on recherche aussi les pilotes quand il fait très chaud, de transpirer le moins possible. Et là, il est bien aéré, il y a beaucoup d'aération. Le poids, c'est un des plus légers, ce casque. Donc voilà un petit peu ma vision des choses. Donc le pilote demande un casque léger, un casque résistant en cas de chute forcément, bien aéré et où on peut bien voir dedans. Donc pour moi, le LS2 a toutes les cases réunies pour que ce casque soit ce que les pilotes demandent aujourd'hui. C'est aussi que l'usine il travaillait super dur. Pourquoi tu vois, quand tu donnes une petite information, il se prend l'information et tout de suite il se part à travailler, à améliorer les casques. Et ça, on l'a vu, les casques l'X-Force des motocross, on l'a vu sur les trails, on l'a vu sur la route. Pourquoi je me rappelle des premiers modèles qu'ils ont fait pour route. N'importe quoi, ça a changé complètement. Non mais moi j'ai vu l'évolution. La première fois que j'ai porté un LS2, c'était donc au Bol d'Or 2016. Ça va faire 10 ans. J'ai vu l'évolution des casques et voilà, aujourd'hui LS2 c'est présent ici. C'est sur des podiums en MotoGP avec Ferminal de Guerre. Donc c'est la meilleure image possible le MotoGP. Pour une marque, c'est d'avoir un pilote performant qui montre ce casque et ce que fait Ferminal de Guerre cette saison, c'est incroyable. Et encore, on est rien, encore il marque beaucoup de courses. Mais bon, il a déjà fait très fort. Super. Qu'est-ce que tu penses de la situation qu'il y a en MotoGP pour 2027? Moi, je pense que changer de règlement, encore une fois, ça engendre beaucoup de coûts, beaucoup d'argent. Et que finalement, ils ont voulu changer de catégorie pour baisser les vitesses parce que ça va trop vite. Mais une 800 cm3 et une moto plus légère passera plus vite dans les virages. Donc, elle va arriver, je pense, dans 2 ans, aussi vite qu'une 1000. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Et je ne pense pas que de redévelopper des machines aujourd'hui va permettre à d'autres marques de recoller Ducati. Je pense que Ducati, elle aura toujours cette avance et que les autres travaillent. Voilà un petit peu mon point de vue. Moi, je ne voyais pas la nécessité de changer de cylindrée.
Ils vont travailler, tu penses, plus de notre côté qu'à la fin, il va être à le même endroit. Oui, parce qu'aujourd'hui, Ducati, ils ont tellement d'avance sur la 1000 qu'ils ne travaillent plus. Donc, ils sont déjà en train de préparer la nouvelle moto. Les autres travaillent encore là, donc ils prennent du retard pour la nouvelle. Donc, on va se retrouver, je pense, dans la même situation en 2027. Je pense. Et tu penses, si tu peux prendre la chose plus positive, que tu penses que c'est meilleur sur MotoGP et la pire, il faut dire deux choses. Tu penses c'est quoi? Pour la fin, tu as roulé, tu as vu aussi la course Non. de l'extérieur. Ouais. Moi, je pense que la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un championnat qui est très professionnel, avec des motos très proches, même s'il y a des différences, ce qui permet d'avoir des courses quand même assez spectaculaires. Il y a moins d'écart de machines. Et la chose négative, c'est la domination de Ducati aujourd'hui, mais ils travaillent mieux que les autres, donc on ne peut pas leur dire de moins travailler. Pour moi, c'est juste ça. C'est juste ça, pour moi, de se dire, bon, Ducati aujourd'hui, voilà, ils sont là, et malheureusement, aujourd'hui, Ducati-Marquez, c'est le duo imbattable. Pourquoi tu penses, à la fin, j'ai jamais roulé en moto sur piste, une situation comme ça, tu as vu beaucoup de motos. Tu penses que ça sent beaucoup la différence quand tu roules, par exemple, maintenant avec une Ducati ou une autre moto? Tu penses que cette différence, c'est vraiment contrôlable? De dire, je joue, je me mets derrière, ok, quand je veux, je tire. Je pense que Ducati a une petite différence par rapport aux autres, mais c'est surtout cette machine, elle fonctionne bien sur tous les circuits, avec tous les styles de pilotage. Voilà son point fort. La Aprilia ici, par exemple, à Montmelo, elle va être très performante parce qu'il n'y a pas de grippe. Mais c'est une fois que la Aprilia va peut-être être un petit peu au-dessus de la Ducati sur toute la saison. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que Ducati a sorti la moto parfaite qui va à tous les pilotes sur tous les tracés. Et tu penses qu'on va arriver un moment qu'on va trouver un équilibre avec une autre moto pour être devant des marques, par exemple? J'espère, mais regarde, Honda, Yamaha, ils travaillent dur, ils sont en retrait. Aprilia, il y a des moments, ils y arrivent, après c'est moins bien. KTM, pareil, donc il va y avoir forcément, il y a 10 ans, c'était les Japonais qui dominaient. Donc il y a eu une bascule, il faut que ça redevienne un petit peu plus compétitif. Tu vas venir, je pense aussi que c'est le travail des Dorna, de donner des avantages aux autres. Oui, pour qu'ils se rapprochent. C'est équilibré, comme ça c'est proche. Ici, toujours, on fait la même demande à tout le monde qui vient. On dit à la fin, la personne qui vient ici, c'est une personne importante dans différentes chambres. Alors, toujours, on demande, imagine, un enfant qui va